d'être là, nombreux comme d'habitude. Juste un mot d'accueil. On doit se féliciter de collaborer avec cette multi-collaboration avec le lieu de mémoire, avec la communauté de communes, qui nous ont cette année concocté autour des Jeux Olympiques un programme culturel qui me paraît particulièrement intéressant. Dès la semaine prochaine, nous passons un documentaire de Mia, c'est Cécile, hein, je crois, Mia. Alice Mia. Le 8 mars, je crois, la journée de la pour la journée des droits des femmes. Voilà, je vais vous laisser présenter votre intervention. Je ne sais plus à qui m'adresser, hein. Puis c'est une collaboration. C'est ça. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence qui marque pour le lieu de mémoire d'ailleurs le début de notre programmation culturelle 2024. Donc je suis assez heureuse de commencer par cette thématique-là. Donc je voudrais souhaiter la bienvenue aussi à Paul Dicci, évidemment, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Franche-Comté, qui est un spécialiste de l'histoire du sport, notamment du football, si je ne me trompe pas, et qui est en fait le commissaire de l'exposition Les Jeux Olympiques Miroirs des sociétés que nous présentons actuellement au lieu de mémoire jusqu'au mois de juin, qui nous permet de traiter un peu aussi d'autres thématiques que notre thématique habituelle, mais qui sont des thématiques qui font écho à l'histoire locale et à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce sujet des enjeux politiques, évidemment, il apparaît dans cette exposition, notamment à travers les Jeux de Berlin qui ont eu lieu en 1936, ou aussi tous les Jeux olympiques qui ont pu avoir lieu pendant la guerre froide. J'imagine que vous allez en parler. Donc merci beaucoup d'être présent parmi nous. Je dis toujours que c'est un trajet, un parcours de venir jusqu'ici, donc merci. Et voilà, les mémoires est vraiment heureux de pouvoir commencer sa programmation culturelle par ce sujet et de pouvoir aussi, vous l'avez dit, le faire toujours en partenariat avec les autres acteurs culturels du territoire. Oui, sport et culture, ça doit aller ensemble. Nous l'Union en mouvement, ça c'était le sous-titre de notre opération. Donc cette exposition va être accessible pour les scolaires qui sont tous invités à aller la découvrir avec un arrangement transport, entrée, prise en charge par le lieu de mémoire et la collectivité. Un autre rendez-vous que je vous invite à marquer sur vos agendas, c'est le 13 avril, un très beau spectacle qui se tiendra au Calibert, qui s'appelle 100 mètres papillon, qui est un seul en scène autour du déplacement et aussi quelquefois de l'échec ou des difficultés à réussir dans le sport. Très bonne conférence, merci. Merci, bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis désolé, je vous surplombais là, sur la scène. Je suis très heureux de parler devant vous aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord, c'est l'occasion pour moi et ma femme qui est dans la salle de visiter le lieu de mémoire et de venir finalement au Chambon-sur-Lignon. C'est également finalement faire un peu de promotion pour l'exposition. Alors j'ai été commissaire, mais c'est une œuvre collective, cette exposition itinérante, et qui est suivie d'ailleurs par une exposition temporaire qui sera donc installée au Mémorial de la Shoah à Paris pour le 28 mars. Et je continue ce travail de commissariat pour cette exposition également. Je suis content aussi parce que finalement le sport, c'est quelque chose c'est parfois un angle mort. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à l'histoire ne s'intéressent pas forcément au sport, et vice-versa, ceux qui s'intéressent au sport ne s'intéressent pas à l'histoire. C'est dommage parce que c'est un lieu justement pour renouveler la perspective, pour comprendre l'histoire tragique, dramatique du XXe siècle. Et plus on creuse, et moi ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ce sujet-là, et bien plus on creuse, plus on s'aperçoit finalement qu'au travers du sport on peut comprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les Jeux de 2024 ont d'ailleurs suscité une grande collecte d'archives sportives qui est en train d'être faite aujourd'hui. Et bien évidemment, les Jeux Olympiques, ça en fait partie, d'autant que c'est un enjeu assez fort dans la mesure où le CIO, donc le Comité international olympique, est l'une des organisations, sinon l'organisation sportive, qui veille le plus à son histoire, à la construire. Alors, de manière très ambivalente, parce que j'ai passé pas mal de semaines
à Lausanne, qui est pas très loin de Besançon, où je réside, dans les archives. Ces archives, elles sont passionnantes. Certaines sont certainement un petit peu épurées. On est reçu de manière tout à fait chaleureuse. Hein. Mais sinon, aujourd'hui, je crois, si l'on publie un papier à partir des archives, eh bien, on nous demande d'envoyer l'article avant publication. Hein. Vous voyez, la confiance en quelque sorte règne. Et la différence, alors, avec une autre organisation que je connais très bien par ailleurs, pour avoir été très souvent à Zurich, c'est la FIFA, qui a mauvaise presse pour, évidemment, les 30 dernières années. Mais jusqu'aux années 80, c'est plutôt une organisation vertueuse par rapport au CIO, parce qu'il n'y a pas de compromission avec les fascismes, ou en tout cas, certains dirigeants comme Jules Rimet, le président français, les ont empêchés. Et ce qui fait que d'ailleurs la FIFA, pendant longtemps finalement, laissait accès à ces archives sans contrôler ce qu'on pouvait écrire à partir d'elles. Alors, cette question des enjeux politiques des Jeux Olympiques, bien évidemment, c'est une question centrale, et surtout, elle est très largement, évidemment, remise sur le devant de la scène par l'actualité, les Jeux 2024. La question de savoir, par exemple, est-ce que les athlètes russes vont y participer. Hein, le tribunal arbitral du sport a validé la décision du CIO, c'est-à-dire que les athlètes russes et biélorusses qui viendront, ils pourront défiler, hein, pour les athlètes russes, pas derrière leur bannière, mais derrière la bannière de l'olympisme, et puis ils devront aussi dire qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec la politique de Poutine en Ukraine. Alors, ce n'est pas évidemment la première fois que cette question se pose. On va voir que dès 1896, dès les premiers jeux, eh bien, ces jeux, ils sont immédiatement politiques. Hein. Alors, petit rappel, je ne sais pas si vous êtes tous et toutes experts en Jeux Olympiques. Hein. On va entrer dans une mania des Jeux Olympiques. On va nous dire que les Jeux Olympiques, c'est forcément formidable. C'est l'avenir de l'humanité. Alors, ces Jeux Olympiques, tout d'abord, ils ont une racine qui est très ancienne et qui ressemble d'ailleurs plutôt à nos Jeux Olympiques modernes. Selon la tradition, c'est à partir de 776, dans le Péloponnèse, hein, sur le site sacré, la ville sacrée d'Olympie, qui fait partie de la cité d'Élis, que sont organisés donc tous les 4 ans des jeux qui comprennent un certain nombre finalement de sports d'aujourd'hui, hein, de la course. Je vous rappelle que le stade provient de l'unité de mesure, hein, environ de 245 mètres, que l'on devait courir. Hein, et donc le stade, je ne sais pas s'il y a, il y a bien sûr un stade à Chambon-sur-Lignon, et donc il s'appelle sans doute stade ou pas parc sportif. Eh bien, c'est une référence directe à l'Antiquité. Des sports finalement relativement modernes, hein, avec des petites différences, j'y reviendrai. Et puis surtout, vous voyez, ça c'est le parcours des messagers. Alors, c'est d'autres jeux, parce que dans l'Antiquité, il y avait des tas de jeux. Les plus importants, c'était les jeux olympiques, mais il y avait les jeux pythiques, il y avait les jeux de l'isthme de Corinthe, etc. Et vous voyez, eh bien, avant les jeux, on annonçait la tenue de ces jeux et les efforts. Donc, ces messagers parcouraient, vous voyez, toute la Méditerranée orientale et allaient jusqu'en Sicile pour appeler les Grecs à y participer. Alors, au départ, c'est un jeu entre Grecs, donc c'est un petit peu différent évidemment de nos Jeux Olympiques, qui sont universels. Et puis à partir de 146 avant Jésus-Christ, les Romains soumettent les cités grecques, hein, et ils exigent d'y participer, ce qui fait que Astérix et Obélix évidemment peuvent y participer aussi, hein, au moins dans la fiction bien évidemment. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ce que je vous ai mis, alors rassurez-vous, vous n'aurez pas trop de texte, hein, c'est à la fois des jeux sportifs où il y a une dimension religieuse, hein, il y a des jeux à Delphes aussi en l'honneur d'Apollon, mais à Olympie c'est en l'honneur de Zeus, mais c'est aussi une grande foire commerciale, hein, où on vient faire des affaires. Donc évidemment, c'est quelque chose qui nous rappelle un petit peu ce que vont être aussi les Jeux de Paris, si on songe à tous les partenaires commerciaux de l'événement. Et puis, ça dure très longtemps, hein, nos Jeux modernes, ils ont quoi ils ont 130 ans d'existence, donc c'est peu par rapport, vous voyez, à ces Jeux antiques, hein, qui courent de 776 avant Jésus-Christ, selon la tradition, jusqu'à 394, lorsque l'empereur Théodose, hein, qui s'est converti au christianisme, les supprime parce que ce sont des événements avant tout païens et que le christianisme ne supporte pas ce culte du corps. Je vous rappelle que l'athlète, ça veut dire celui qui
fait de l'exercice nu, qui court nu. Donc évidemment, ce sont des choses qu'on ne veut plus voir. Alors, il y a bien évidemment le souvenir des Jeux Olympiques, qui réapparaît régulièrement au XVIe siècle, lorsque l'humanisme réintroduit cet intérêt pour le corps, mens sana in corpore sano. Et puis finalement, c'est au XIXe siècle que les Jeux, c'est le siècle du sport, c'est à partir du milieu du XIXe siècle que les sports modernes commencent à être codifiés. Il y a des sortes de nouveaux jeux qui sont organisés en Angleterre. Les Grecs aussi s'y intéressent, mais celui qui saisit l'idée véritablement, eh bien, c'est cet homme-là qui est à gauche assis sur la table, Pierre de Coubertin, qui crée au congrès de la Sorbonne, c'est un congrès d'abord sur la question de pédagogie, puis il met la question de l'olympisme, on y reviendra un petit peu sur Coubertin, eh bien, c'est la création du Comité international olympique, essentiellement composé de nobles, d'aristocrates, de grands bourgeois, de militaires, de diplomates. Donc quelque chose qui est évidemment très élitiste. Ce qui fait qu'à partir de 1894 et 2 ans plus tard, ce sont les premiers Jeux modernes qui sont créés, eh bien l'olympisme entre dans l'ère de la modernité. Mais comme ses membres évidemment font partie du monde politique, Coubertin, au départ, il veut faire carrière politique. Souvent, d'ailleurs, ces dirigeants sportifs, ils vont dans le sport parce qu'ils ont échoué dans le domaine politique. Et tout d'un coup, ils vont avoir une position, évidemment, tout à fait exceptionnelle par rapport à celle qu'ils auraient eue s'ils avaient suivi une carrière politique. Donc, bien évidemment, dans le projet de Coubertin, on va y revenir, les Jeux Olympiques, ça s'insère dans les relations internationales. Donc, c'est immédiatement politique, même si, eh bien, la devise quand même de l'olympisme, c'est aussi l'apolitisme, la neutralité. Donc, évidemment, c'est une question qui va être relativement difficile à tenir. Et ce que je vais essayer de montrer justement, c'est que sans vouloir faire une histoire à charge, bien évidemment, parce que c'est une question complexe, rien que la question du sport international, ça pose la question de savoir avec qui vous allez faire du sport. Bon, si vous ne voulez faire du sport qu'avec des gens relativement probes et honnêtes, on va faire du sport avec les Scandinaves, en gros, mais c'est tout. Le reste du monde, non. Et à la limite, pourquoi faire du sport avec les Français? Parce que les Français ne sont pas non plus tout blancs dans de très nombreux domaines. Donc bien évidemment, le CIO il va être aussi obligé parfois de se masquer les yeux, de transiger, mais avec des degrés plus ou moins importants de compromission. Il est clair quand même qu'il y a un milieu olympique dans les années 30 qui est fortement influencé, sinon favorable au fascisme. Et ce, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, ça va jusqu'à Juan Antonio Samaranch, qui a été président du CIO du début des années 80 jusqu'au début des années 2000, qui a quand même été le ministre des Sports de Franco, ce qui n'est pas rien, bien évidemment. Alors on va voir cela en 3 temps. Pas en 3 temps, je n'ai pas encore annoncé le plan. On va voir ça, cette aspect politique, sous 3 aspects. La question de l'idéologie. On pourrait dire, est-ce que l'olympisme est de gauche ou de droite? Bon, je pense que vous répondez tous plutôt de droite, mais on va voir cela, bien évidemment. C'est politique aussi parce que ça engage les pouvoirs publics. On voit bien. Et ça, dès 1896, c'est un enjeu parce que organiser les Jeux, normalement, c'est confié à une ville. En la réalité, c'est confié quand même à un État. Eh bien, pour l'État, c'est une responsabilité et on veut montrer que ça marche bien. On voit bien qu'aujourd'hui, la grande peur actuellement, c'est comment on va réussir cette cérémonie d'ouverture qui se tient sur la scène et non plus dans un stade. Et puis, bien évidemment, les Jeux, ça entre dans la question de la diplomatie, c'est-à-dire les relations entre États, mais plus largement des relations internationales, c'est-à-dire que ça engage aussi le sentiment national, ça engage la circulation de population, donc ça dépasse évidemment les simples cercles gouvernementaux. Alors, on verra ça en 3 temps. D'abord, dans un premier temps, on va voir que les Jeux Olympiques, c'est une sorte de tradition réinventée immédiatement politique. C'est-à-dire que la question politique, elle est au cœur de ces Jeux. Dans un deuxième temps, on verra comment, alors dans la première partie, on ira en gros jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
Dans un deuxième temps, eh bien, ça c'est quelque chose de connu, c'est que les Jeux Olympiques prennent une importance évidemment très grande au moment de la guerre froide. Je vous rappelle le mot de Raymond Aron, guerre impossible, paix improbable. Guerre impossible, c'est l'âge nucléaire, paix improbable, ce sont deux systèmes irréconciliables. Ce qui fait que l'affrontement Est-Ouest, il se porte sur d'autres terrains, et le terrain de l'olympisme en est un particulièrement important, beaucoup plus que le football, parce que les soviétiques et les américains, ils ne sont pas très bons en foot, enfin, à des degrés différents, donc ça a moins de sens. Et puis on verra enfin comment les Jeux Olympiques sont un miroir de la mondialisation, et là on entre davantage dans la thématique des Jeux de Paris. Donc premier temps, vous voyez, les Jeux Olympiques, une tradition réinventée, immédiatement politique, donc cette tradition des Jeux antiques qui est réinventée, et qui part, alors j'ai dit tout à l'heure que finalement Coubertin c'est celui qui avait annexé l'idée en quelque sorte. Alors ça part tout d'abord évidemment d'une question française. Celle, je reprends l'expression de Coubertin, rebronzer la France. La rebronzer après quand? Après évidemment le désastre de Sedan en 1870. Coubertin est né en 1863 dans une famille d'une petite noblesse. Son père est d'ailleurs peintre, ils ont quand même du bien. Et il a été marqué, comme beaucoup d'enfants de sa génération, de jeunes gens, par la défaite. Et donc, la défaite, elle a souvent été interprétée comme un défaut physique. On a dit que celui qui avait gagné à Sedan, c'était l'instituteur prussien, parce qu'il avait su instiller l'esprit national, et le gymnaste prussien aussi, parce qu'il avait su faire des soldats, évidemment, en meilleur état physique. Et donc, ce que va d'abord poursuivre Coubertin, c'est cette idée-là. Comment reforger la jeunesse française. Alors lui-même, il pratique le sport, et c'est une photo, on le voit très jeune, et c'est une photo assez rare pour un aristocrate de l'époque. Montrer ses bras nus, ça se fait pas normalement. Donc il y a ce côté un peu transgressif qui est lié au sport. Et au début des années 1880, il se rend dans ce collège, je ne sais pas si vous le reconnaissez, il y a des amateurs de rugby ici, c'est le collège de rugby en Angleterre, qui est réputé pour être le collège où on forme la jeunesse anglaise par le sport, notamment par ce jeu de la virilité qu'est le rugby. Donc pour lui, plutôt que la gymnastique, c'est le sport, et d'ailleurs Coubertin va être à l'origine de la première grande fédération omnisport en France, l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques, qui est créée à la fin des années 1880, donc rebronzé, mais en même temps, Coubertin, il fait partie aussi de cette génération qui est animée, et c'est toute la complexité, et ça se retrouve dans l'olympisme, c'est que c'est à la fois l'affrontement des nations et en même temps un événement universel. Elle fait partie de ces gens qui sont marqués par un idéal internationaliste et qui veulent la paix. Ce qui fait qu'il va promouvoir la rénovation des Jeux autour de quoi? Autour de cette idée-là, vous voyez, le rétablissement des Jeux Olympiques sur une base moderne et dans des conditions de confort aux nécessités de la vie moderne, mettrait en présence tous les 4 ans les représentants des nations du monde, et il est permis de croire que ces luttes pacifiques et courtoises constituent le meilleur des internationalismes. Alors, entendons-nous, pour Coubertin, la réunion de la jeunesse du monde, c'est quoi? C'est les élites. C'est ni, évidemment, les populations colonisées, ni les ouvriers. Et alors, encore moins les femmes. Il y a des textes très célèbres où il dit qu'une olympiade femelle serait inintéressante et inesthétique. Entre guillemets, ce n'est pas moi, évidemment, qui le dis. Je rapporte les propos de Coubertin. Et puis, il y a aussi un idéal de dépassement de soi, d'abord, et des autres. Il emprunte au père Didon, qui était un pédagogue qui dirigeait une école privée secondaire dans le sud de Paris, Situs Altus Fortus, plus fort, plus haut, plus vite, plus haut, plus fort. Alors, pour cela, il réussit. Donc il crée ce CIO, qui est un club un petit peu finalement d'aristocrates, de diplomates. Mais dès le départ, il n'est pas très bien compris en France. Nul n'est prophète en son pays. Coubertin, il a souvent, jusque peut-être sous Vichy et dans les années du gaullisme, il n'a pas forcément été pris toujours au sérieux en France. Pourquoi? Parce qu'il y avait des milieux sportifs qui étaient opposés à lui parce que plus favorables au professionnalisme. Et alors, donc je vais y revenir au premier jeu ensuite, mais les deuxièmes, ils ont lieu à Paris.
ils ne prennent pas le nom de Jeux Olympiques, c'est a posteriori qu'ils le seront. Ce sont les concours d'exercice physique et de sport de Paris, où il y a de tout. C'est un capharnaüm. Vous avez des courses de camions, vous avez des concours de tir au canon. Alors il y a des concours d'athlétisme. Hein. Vous voyez, on court, c'est au Pré-Cattelan, hein, sur les installations du Racing, hein, sur de l'herbe et puis avec des haies un petit peu. Et puis il y a aussi des femmes, hein, qui concourent notamment dans les concours d'escrime. Donc, bon, et d'ailleurs, ces jeux, ils ont lieu dans le cadre de l'exposition universelle de 1900, et ceux qui organisent, hein, ces concours d'exercice et physique de sport, ils considèrent, si vous me permettez l'expression, que Coubertin est une vieille baderne qui n'a rien compris au monde moderne, et que donc le sport c'est autre chose que ce qu'il veut créer. Alors ceci dit, les Jeux ont déjà eu lieu en 1896, et ils vont être pris au sérieux d'abord parce que pour des petites nations, notamment la Grèce, c'est un moyen finalement, eh bien, de se construire une image et d'apparaître sur la scène internationale. Pour quelle raison? C'est que, bon, la Grèce évidemment est forte de ce patrimoine, hein, et donc elle est au premier rang. Et puis, Coubertin va recevoir le soutien intéressé du diplomate grec Démétrios Vikelas, hein, qui manœuvre pour que les Jeux soient attribués d'abord à la Grèce. Le roi Georges Ier, qui appartient à une dynastie allemande, eh bien, a aussi besoin de ces Jeux, parce que la Grèce, c'est un petit pays, hein, qui a obtenu son indépendance face à l'Empire ottoman à partir de 1821, qui est encore fragile. Et puis, vous avez un banquier grec, hein, Georgios Averof. Les Grecs, évidemment, sont déjà développé une flotte relativement importante. Hein. Vous avez des financiers qui va financer ce stade, hein, qui va être le théâtre, hein, des Jeux d'Athènes. Alors c'est un succès presque immédiat. Hein. Bon, il y a 12 délégations, c'est pas encore grand-chose. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont évidemment essentiellement des délégations européennes, même si les États-Unis, eh bien, participent de même que l'Australie. Bon, c'est encore modeste, 295 concurrents, 9 sports, mais vous avez déjà évidemment des compétitions qui vont eh bien, être des compétitions reines, notamment le marathon, qui est inventé par un linguiste français, Michel Bréal, qui reprend, vous savez, la geste de cet hoplite athénien, Philippides, hein, qui en 490 aurait couru, hein, jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire des troupes de Miltiade contre les troupes de l'empereur perse, et épuisé serait mort après avoir annoncé la bonne nouvelle. Et donc on reprend la longueur, hein, 42 km. 195. Et, pardon 195. Merci. J'ai jamais été très bon en mathématiques, donc j'ai du mal à retenir tous les chiffres. Et le premier vainqueur, c'est un homme du peuple. Bon, il y a surtout des Grecs, hein, qui participent, c'est Spyridon Louis. Et immédiatement, il est érigé au rang de héros national. Voilà, donc l'arrivée, il y a un effet un peu... Hein. Voilà, il faut remettre un peu... Le sport, c'est aussi le mouvement, donc j'avais oublié. Alors, à Athènes, en 1896, il y a un observateur qui est très attentif. Bon, c'est quelqu'un pas très sympathique, c'est Charles Maurras, vous savez, le théoricien du nationalisme intégral. Il a été envoyé par un quotidien français pour suivre les Jeux Olympiques. Et ces lettres qui ont été republiées sont très intéressantes, sont un témoignage de première main sur ces Jeux de 1896. Pour quelle raison? C'est que Maurras est ravi, il connaît un peu Coubertin. Et Maurras est ravi parce que pour lui, les Jeux, c'est le contraire de l'idéal de Coubertin. Ce n'est pas du tout cette réunion, hein, de jeunes gens qui viennent finalement communier dans le pacifisme. Non, les Jeux, c'est d'abord le nationalisme. Alors il en est absolument ravi. Hein. Alors notamment, il est estomaqué par les Américains. Hein. Les plus violents, les plus bruyants nationalistes du stade, ce ne sont pas les Grecs, ce sont les gens de l'Amérique. Toutes les fois qu'une victoire américaine est proclamée, les drapeaux de l'Union claquent au vent. Les journaux grecs parlent avec indulgence ironique des manifestations exubérantes et gaies des gays et excentriques Yankees. Bon, il dit aussi que tout ce faux cosmopolitisme est balayé par le nationalisme.
Bon, ce en quoi il n'a pas tout à fait tort, hein, puisque les Jeux, c'est aussi la fête des nations, même si pour Coubertin et pour l'Olympisme, les concurrents sont d'abord là à titre individuel. Alors, ces Jeux, en fait, ils vont surtout se développer à partir de 1912. Hein. Les premiers Jeux qui nous ressemblent beaucoup, ce sont ceux de 1912 à Stockholm. Pourquoi ? Parce que, à part Athènes en 1896, ils sont intégrés en général dans des expositions universelles ou internationales, hein, avec des spectacles disons, un peu recommandables. En 1904 à Saint-Louis, il y a des journées anthropologiques où on fait concourir des indigènes venus du monde entier pour montrer leur incapacité physique et intellectuelle. En 1908, c'est à Londres, dans le cadre d'une exposition franco-britannique, hein, pour sceller l'entente cordiale. Donc les Jeux, véritablement, ce sont ceux de Stockholm, hein, et où vous avez déjà un certain nombre de compétitions, vous avez les tournois de sport collectif, l'athlétisme, natation, etc. Et où vous avez aussi, alors ça avait déjà commencé, hein, à Athènes, vous avez aussi l'importance de construire un stade qui marque. Hein. Alors le stade de Stockholm, il est intéressant parce qu'il reprend le U des stades antiques, mais il est agrémenté au bout par quoi ? Eh bien, par des tours et des éléments médiévaux qui rappellent évidemment le pays où ont lieu les Jeux. Hein. Alors, ce ne sera qu'en 1924, aux Jeux de Paris, hein, que la piste d'athlétisme fera 400 mètres, hein, comme aujourd'hui. Hein. Elle a pris des longueurs plus ou moins importantes, hein, depuis 1896. Alors ces Jeux, donc 1912, ça commence à devenir un petit peu important. Il y a même un psychodrame dans la presse française disant que les résultats français sont insuffisants, hein, et serait un autre signe de la dégénérescence de la race. Hein. Et on se prépare bien évidemment aussi pour les Jeux de 1916 qui doivent avoir lieu à Berlin, ce qui est évidemment pas négligeable. Alors ces Jeux, ils sont aussi importants parce que progressivement on construit tout un rituel. Hein. En 1908, c'est le défilé des athlètes pour la première fois, hein, et un défilé qui prend une allure martiale, d'autant qu'il y a essentiellement des hommes. Hein. Les femmes peuvent concourir seulement dans quelques sports limités comme l'escrime. Ce sont aussi, alors c'est le symbole, il n'y a personne du CIO ici, parce que je pourrais être attaqué en justice, hein, pour utilisation sans autorisation des anneaux. Hein. Les 5 anneaux, c'est sans doute le sigle sportif qui a le plus de succès et qui est défendu avec le plus d'âpreté, officiellement pour éviter toute utilisation nationaliste ou publicitaire. Bon, dans la réalité, vous comprenez pourquoi. Et c'est quelque chose qui est réalisé, conçu par Pierre de Coubertin, donc père et l'artiste, en 1913 pour l'année 1914. Pour quelle raison ? C'est que les 1914, ce sont les 20 ans de la création du CIO. Alors, en général, et d'ailleurs dans l'expo, c'est ce qu'on a mis, mais c'est un petit peu réducteur ou simplificateur. Bon, le bleu représentait l'Europe, le noir l'Afrique, jaune l'Asie, rouge l'Amérique, vert l'Océanie. En fait, pour Coubertin, il y a au moins une de ces couleurs dans tous les drapeaux du monde. Hein. Donc, ça représente aussi l'universalité. Alors, 1916, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça doit avoir lieu à Berlin. On construit d'ailleurs à Berlin ce stade de Grunewald. Hein, et puis, bien évidemment, ça n'a pas lieu. Mais, eh bien, c'était une date qui était retenue. Pour quelle raison ? C'est que en 1913 est ouvert à Reims. Hein, c'est le comte Polignac qui possède aussi les champagnes Pommery, et bien qui ouvre cette installation pour que les athlètes français puissent bien se préparer pour les Jeux de Berlin. Parce qu'il faut faire bonne figure face à l'ennemi héréditaire. Puis l'ennemi héréditaire, il va réduire ensemble d'ailleurs cette installation, parce que, comme la cathédrale de Reims, eh bien, ce collège d'athlètes sera détruit. La Première Guerre mondiale, bien évidemment, renforce ces enjeux politiques. Hein, en 1919 ont lieu des Jeux interalliés au stade Pershing à Paris, hein, où c'est normalement eh bien, des Jeux d'une bonne entente, la bonne entente où on célèbre la fraternité des armes.
en réalité, c'est des affrontements, notamment en rugby, entre Américains et Français extrêmement violents, hein, selon un observateur, ce qu'on fait de mieux, sans couteau ni revolver. Donc, on voit bien qu'à la sortie de la guerre, eh bien, le sport est aussi le vecteur de ces nationalismes. Et les Jeux d'Anvers, évidemment, en sont un excellent exemple. Alors, à Anvers, il y a à la fois, finalement, une sorte d'hommage à la Belgique qui a été violée, hein, par l'Allemagne. En plus, Anvers a été à la fois bombardé et occupé par les Allemands. Et puis, Anvers, c'est aussi le moment où ce rituel olympique continue à se développer, hein, puisque Pierre de Coubertin, encore lui, a écrit un serment olympique qui est prononcé par cet escrimeur, Victor Bouin, c'est un Belge. Nous jurons que nous nous présenterons aux Jeux olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux de participer dans un esprit chevaleresque pour l'honneur de nos pays et la gloire du sport. Alors, évidemment, ça reprend toute une éthique aristocratique, bien évidemment, et il y a aussi l'idée d'éliminer les gêneurs. Ces gêneurs, c'est qui? Ce sont ces gens du peuple qui font du sport, qui sont plutôt meilleurs que les élites, mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'entraîner tous les jours et donc qui sont professionnels. Et ça va être une thématique relativement importante pendant ces années-là. Alors, il n'y a pas seulement... La France n'est pas représentée dans cette évolution de l'olympisme seulement par Coubertin. La France, et on l'a oublié, a été sans doute le premier État à vouloir instrumentaliser le sport et à construire une diplomatie sportive. Il y a des archives fabuleuses aux archives diplomatiques à la Courneuve sur cet objet-là. Alors, c'est pas Coubertin, mais c'est un écrivain que vous connaissez, Jean Giraudoux, hein, dramaturge, mais aussi bon sportif, hein, coureur à pied, footballeur. Hein, il sera au jury du concours de littérature de la Fédération française de football. À l'époque, la Fédération française de football avait des lettres. Hein, et Giraudoux, comme vous le savez sans doute, était aussi diplomate. Hein. Et en 1920, le Quai d'Orsay adjoint une section tourisme et sport à son service de propagande. Il y avait un service de propagande qui s'appelait le service des œuvres françaises à l'étranger, le SOFE. Alors ça consistait en quoi? On envoyait Sarah Bernard déclamer quelques tragédies ici ou là, des artistes, des musiciens, et puis on s'aperçoit que le sport, c'est évidemment quelque chose qui peut servir. Hein. Et Jean Giraudoux va être le premier. Alors, le sport, c'est quelque chose d'ambivalent. Pour quelle raison? C'est que on envoie des sportifs. Pour quelle raison? Montrer que la France n'est pas saignée à blanc par la guerre, comme le prétendent les anglo-saxons. Mais il faut bien figurer. Hein, et lorsque, par exemple, l'équipe de France de football va jouer à Budapest en 1927 et qui est battu 13 buts à 1, l'effet n'est pas forcément formidable dans un pays qui considère que la France est à l'origine de son dépaissement à l'issue de la Première Guerre mondiale. Voilà le but du SOFE, hein, le renforcement de l'influence française au sein du CIO. On est, à partir de 1924, Coubertin va quitter la présidence, la multiplication des rencontres sportives avec des pays étrangers, avec le danger évidemment de prendre des roustes, si j'ose dire, et puis la propagande cinématographique par diffusion d'images de champions nationaux. On pourrait ajouter de championnes nationales parce que, évidemment, Suzanne Lenglen va être très largement sur ces images et elle participe, elle gagne la médaille d'or d'ailleurs, aux Jeux d'Anvers en 1920. Mais entre les intentions et les réalisations, il y a souvent un écart. Pour quelle raison? C'est que en 1924, c'est plutôt en 1920, mais forte de son influence, hein, de son image de première puissance politique et militaire de l'Europe continentale, la France, et par l'intermédiaire de Paris, obtient l'organisation des Jeux de 1924. Hein. Alors ces Jeux de 24, normalement, ça doit être évidemment une célébration, mais l'État français doit reconstruire, hein, alors qu'en plus les Allemands ne payent pas les réparations jusque-là. Il doit s'occuper des veuves et des orphelins. Donc, dépenser de l'argent pour construire un stade, c'est compliqué. Ce qui fait que
ces jeux ils vont être réalisés à l'économie. Hein. Le stade de Colombes que vous voyez ici, en fait, est réalisé, bon, il y a une subvention, mais par le Racing Club de France, hein, et par un architecte racingman qui s'appelle Fort Dujarric, et qui va être très célèbre parce qu'il construit à l'économie. Hein, et notamment, ce sera lui aussi qui construira Roland-Garros. Il y a, pour la première fois, vous avez un village des athlètes, mais je ne sais pas si vous avez envie de passer un séjour dans ce village des athlètes, hein, fait de baraquements. En plus, il pleut, donc il y a de la boue partout. Donc il y a des délégations qui vont se loger dans le centre de Paris. La seule, je ne sais pas si Madame Hidalgo m'entend, mais la seule, finalement, institution publique à être là, c'est la mairie de Paris qui construit la piscine des Tourelles, qui est la première d'ailleurs à avoir des lignes d'eau. Hein. Ce qui fait que bon, l'État veut utiliser le sport, mais n'a pas forcément les moyens de le faire. Toutefois, eh bien, lors de la cérémonie d'inauguration, le grand monde est là. Vous avez à droite, tout à fait à droite, hein, le roi Carol de Roumanie. Hein, enfin, il est prince à l'époque, il n'est pas encore roi, qui aime beaucoup le sport. À sa droite, vous avez eh bien, Gaston Doumergue, le président sportif. Hein. Et puis, vous avez le prince de Galles, le futur Édouard VII. Hein, on ne sait pas s'il songe déjà à Mme Simpson dans les tribunes. Et donc, c'est quand même un événement, évidemment, diplomatique, hein, qui permet de réunir ce grand monde. Hein. Et puis les athlètes, et ces Jeux de Paris sont importants aussi pour cette raison-là, c'est que c'est là que commence à naître le Star System, hein, avec Paavo Nurmi, hein, le coureur finlandais qui obtient 5 médailles d'or, et puis Johnny Weissmuller, futur Tarzan, hein, qui à la piscine des Tourelles eh bien, séduit hein, les jeunes parisiennes, et c'est le premier à nager le 100 mètres un crawl en moins d'1 minute. Ce qui fait que c'est le début, vous voyez, de ce Star System des athlètes, et c'est malgré tout un grand succès, hein, malgré les baraques. Malgré le. Ça va. Malgré le baraquement. Alors, oui, ça marche? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de pied. Bon, écoutez, je vais continuer comme ça, c'est pas... Alors, est-ce que ça... Non, en fait, ça s'éteint régulièrement. C'est quand même un succès. Coubertin peut dire que la France a été une grande prêtresse de l'olympisme. Le succès de ces Jeux, eh bien, va faire naître aussi, progressivement, des contre-jeux. Pour quelle raison? C'est que ces jeux apparaissent comme un modèle qu'il faut suivre et que parfois il faut concurrencer. Au moment des Jeux d'Amsterdam en 1928, eh bien, le Comintern, qui a comme organisation l'Internationale du sport rouge, qui réunit toutes les organisations sportives communistes dans le monde, eh bien, crée, alors c'est 2 semaines après les Jeux d'Amsterdam, organise ce qu'on appelle les Spartakiades. Ce sont des Jeux olympiques ouvriers. Hein. Il y a plus de 2000 concurrents qui viennent dans le monde entier avec une dimension, vous voyez, un peu belliqueuse ou révolutionnaire. Et puis, vous avez aussi, eh bien, dans le mouvement sioniste, hein, depuis la fin du 19e siècle, vous avez un des théoriciens du sionisme qui s'appelle Max Nordau, qui veut eh bien, construire comme ce qui existait en Angleterre, hein, la chrétienté musculaire, eh bien, un judaïsme du muscle. Donc vous avez des organisations juives sportives qui sont créées, notamment les organisations Maccabi, et vous avez une organisation mondiale qui s'appelle l'Union mondiale Maccabi, qui a demandé la reconnaissance du CIO, mais le CIO a dit non, nous ne voulons pas vous reconnaître, si bien qu'en 1932, eh bien, à Tel Aviv ont lieu les premières Maccabiades, mais qui sont en quelque sorte des Jeux olympiques pour les Juifs du monde entier. Alors on va passer très rapidement là-dessus. En 1932, rassurez-vous, je ne vais pas égrener tous les Jeux les uns après les autres. Merci. En 1932, les Jeux ont lieu à Los Angeles. Bon, ce sont des Jeux en fait... Alors la dimension économique intervient là, parce que c'est la Grande Dépression, et pour Los Angeles, c'est une manière de essayer de développer le tourisme. Mais Los Angeles, c'est important pour quelle raison? C'est que
vous avez un pays qui émerge, qui arrive au deuxième rang derrière les États-Unis, qui truste déjà le sommet des résultats, c'est l'Italie fasciste. Pour quelle raison? C'est qu'à partir de 25 et surtout 28, eh bien, le régime fasciste lance une politique sportive d'envergure, construction de stades, soutien aux athlètes, et c'est cet homme-là, Leandro Arpinati, qui est le podestat de Turin, de Bologne, pardon, qui organise ça, et ce qu'on appelle aux États-Unis les Mussolini's Boys plutôt, eh bien, obtiennent la deuxième place, et notamment Luigi Beccali, qu'on voit, qui est le premier non anglo-saxon à gagner le 1500 mètres. C'est le début, à ce moment-là, d'une autre saison, finalement, de la politisation. Pour quelle raison? C'est que, bon, immédiatement, après-guerre, eh bien, les conséquences de la guerre se sont fait sentir sur les Jeux. Pour quelle raison? C'est que à Anvers, en 1920, aucun représentant des puissances centrales n'ont été invités. En 1924, les Allemands n'ont pas été invités au motif que leur sécurité ne serait pas assurée à Paris. Ils reviennent en 1928 dans un esprit de revanche. Et puis, surtout, en 1931, on est dans un contexte particulier, qui est celui, évidemment, du rapprochement franco-allemand, du fait que l'Allemagne apparaît comme une démocratie désormais fréquentable. Et bien, en 1931, les Jeux sont confiés à Berlin. En 1933, évidemment, Hitler arrive au pouvoir. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, Hitler, au départ, n'aime pas les Jeux. Pour quelle raison? C'est que pour lui, cet idéal universaliste, ça ne correspond pas évidemment au nazisme. Et c'est Goebbels, donc le ministre de la propagande, et Karl Diem, qui est le secrétaire du comité olympique allemand, qui arrive à le convaincre pour dire c'est formidable, on va faire de la propagande. Donc les moyens sont donnés, un stade de 100 000 places, qui est fait par l'architecte Werner Mark, et puis avec d'autres installations, piscines, etc., pour évidemment montrer la capacité de réalisation de l'Allemagne. Au même moment, lorsque les Jeux ont lieu, les dirigeants de la Fédération française de foot vont demander à Léo Lagrange, le ministre des Sports du Front Populaire, un stade de 100 000 places. Bon, ils sont congédiés immédiatement parce que pour Léo Lagrange, c'est la pratique qui l'emporte sur le sport-spectacle. Alors, c'est une vaste mise en scène, et le régime nazi va en plus ajouter un rituel. Depuis 1928, il y a le rituel de la flamme, qui doit signaler les lieux des Jeux dans la nuit, ou par la fumée dans la journée. Et puis c'est évidemment un symbole de cette religion olympique. Le feu est toujours associé évidemment à beaucoup de phénomènes religieux. Eh bien, le régime national-socialiste va inventer ce parcours de la flamme, qui part d'Olympie et qui va jusqu'à la ville où ont lieu les Jeux. Alors quand vous regardez la carte, c'est tous les pays qui vont être envahis par la Wehrmacht ensuite. Mais c'est surtout, ça a une autre signification. La signification, c'est quoi? Ça va dans le sens de tous les travaux, ou pseudo-travaux, des archéologues et historiens allemands qui sont engagés notamment par la SS. C'est de dire que les Aryens modernes, donc les Allemands de l'époque d'Hitler, ne sont autres que les descendants des Grecs de l'Antiquité. Et donc, c'est établir ce lien. Et évidemment, il est tout à fait intéressant, ou étonnant de voir qu'aujourd'hui, ce parcours de la flamme, c'est au contraire le parcours de l'amitié entre les peuples, alors qu'au départ, évidemment, c'est un rituel nazi. Alors, des moyens exceptionnels sont donnés aussi pour le tournage d'un film officiel qui est réalisé par Leni Riefenstahl, cette actrice et réalisatrice de grand talent, mais totalement dévoyée. Et vous pouvez voir ce film qui est en 2 parties, Olympia, sur Internet. Il faut savoir qu'en 1938, 600 000 spectateurs en France vont le voir. Alors si vous regardez Olympia, à chaque fois qu'on voit des Français, ils tombent de cheval ou ils sont battus par les autres. Alors je passe assez rapidement parce que c'est des choses que vous connaissez sans doute. La délégation arrive au premier rang allemande, 33 médailles d'or, 26 d'argent, 30 de bronze, devant les États-Unis et l'Italie. Alors il y a un seul problème, c'est évidemment Jesse Owens, qui gagne 4 médailles d'or, mais l'histoire de Jesse Owens a été construite après aussi assez largement. Il s'est noué d'amitié avec un sauteur en longueur allemand, Lutz Long,
Mais en même temps, en fait, Jesse Owens était ravi d'être à Berlin. Pour quelle raison? C'est que, d'abord, 15 jours avant les Jeux, tout ce qui était propagande raciale, antisémite, etc., avait été enlevé. Et puis, il avait l'impression d'être beaucoup plus libre et d'être beaucoup plus apprécié qu'aux États-Unis, où il souffrait de la ségrégation raciale, et il ne sera même pas reçu par le président Roosevelt à son retour. Hein. Alors, ceci dit, ces Jeux de Berlin, qui ont souvent été appelés les Jeux de la honte, hein, eh bien, les contemporains ont été totalement conscients, évidemment, de ces enjeux politiques. Hein. On est à l'été 1936, quelques mois après la remilitarisation de la Rhénanie. C'est le début, vous savez, du plan de réarmement quadriennal allemand, hein, de Göring. Donc, cette démonstration de force athlétique, elle semble évidemment annoncer d'autres choses. Et puis, on dénonce aussi la politisation du sport. Alors, c'est Jacques Godet qui est à ce moment-là le directeur de l'Auto. L'Auto, c'est l'ancêtre de l'équipe, bon, qui n'est pas un gauchiste, hein, il faut le dire. Hein. Jacques Godet, c'est un bon conservateur, et il vaut mieux pas lire les éditoriaux qu'il a écrits sous Vichy. Hein. Bon, mais il passera entre les gouttes. Et voilà ce qu'il écrit, hein. 17 août, c'est au lendemain des Jeux. Ainsi, triomphe populaire, triomphe musculaire, les Jeux de Berlin semblent avoir servi merveilleusement à la cause du sport. Hélas, jamais encore le sport n'y avait été aussi profondément défiguré. Nous quittons Berlin et sa pluie de drapeaux bouleversés et inquiets. On s'est servi du sport, on ne l'a pas servi. L'idéal de M. de Coubertin s'est évanoui de l'idée olympique. Seule reste la compétition, passionnante d'ailleurs. Les Jeux ne sont plus un but, ils sont devenus un moyen, un agent. L'organisation sportive a laissé la place à l'organisation gouvernementale. Hein. Alors, les Jeux aussi ont été un grand moment, hein, de bras levés, tendus. Vous avez Ondina Valle, l'italienne, hein, qui a remporté le 80 mètres haies. Et puis la délégation française, lors de la cérémonie d'ouverture, qui ne fait pas le salut fasciste, non, qui fait le salut olympique. Hein, c'est une question d'angle, de bras levés. Mais les 80 000 spectateurs du stade de Berlin n'y ont vu que du feu. Ils ont pensé que les Français faisaient le salut nazi. Et ils ont été acclamés. Et Hitler était furieux, bien évidemment, de cette faveur gagnée aussi rapidement. Alors, les Jeux doivent avoir lieu à Tokyo en 1940. Ils sont retirés au Japon parce que le Japon a envahi la Chine. Ils doivent avoir lieu à Helsinki. Et puis, évidemment, pas de Jeux jusqu'en 1948. Ce qui fait que, à partir de 1948, on entre dans une autre configuration. Hein, on l'a vu. Les Jeux sont politisés immédiatement. Et puis, même les démocraties comme la France veulent les utiliser. Et puis, ce sont surtout, évidemment, les États totalitaires qui le font. Alors, pendant les Jeux Olympiques, pendant la guerre froide, les Jeux apparaissent comme une sorte de baromètre. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la guerre est impossible, mais la paix est fortement improbable. Alors ces Jeux, ils sont d'abord, évidemment, un lieu d'affrontement américano-soviétique. Hein. Bah, vous voyez le tableau des médailles. En 1952, à Helsinki, c'est les Américains. En 1956, à Melbourne, ce sont les Soviétiques. Alors j'ai mis par nombre de médailles. Hein. Les soviétiques, puis les Américains en 68, encore en 72 et en 76, les soviétiques. Hein. Et puis, bon, l'accessite, vous voyez, c'est parfois le pays qui reçoit, hein, l'Italie en 1960 ou l'Australie en 56, ou des démocraties populaires qui veulent apparaître, hein, sur cette carte. La Hongrie a toujours été un grand pays de sport. Puis on voit évidemment, alors, pour d'autres raisons, hein, un peu avouables, la RDA, hein, 66 médailles, 90 médailles, mais qui ne sont pas seulement obtenues grâce à l'eau claire. Hein. Alors, c'est aussi, ça devient une tribune de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que jusqu'au début des années 50, les colonies ne sont pas représentées. Ou alors, les athlètes concourent pour la métropole. En 1928, par exemple, c'est un Algérien, El Wafi, qui gagne le marathon, hein, un ouvrier pas encore la régie Renault, de Renault, hein, qui l'emporte. Mais à partir de ce moment-là, vous voyez, Helsinki 69, Melbourne, et puis surtout, vous avez Rome 93, ce sont les effets de la décolonisation, très clairement, et Mexico 112. Hein. Ce qui fait que, assez vite, finalement, ces Jeux aussi sont des lieux où on peut exprimer sa souveraineté recouvrée, et puis exprimer aussi la lutte pour les droits.
Alors en même temps, eh bien, ces jeux, il ne faut pas non plus n'y voir que de l'affrontement. Ce sont aussi des moments hein, où les deux blocs se rencontrent. Par exemple, eh bien, aux Jeux d'Helsinki en 1940, eh bien, vous avez des scènes de fraternisation qui unissent des athlètes américains et soviétiques. Lors du saut à la perche, il est vrai que l'athlète américain, c'est un pasteur protestant, Robert Richards, qui, eh bien, vous voyez, se congratule avec ses adversaires et les entraîneurs du pays. C'est aussi moyen de montrer un visage, une sorte de visage du socialisme, un visage humain, avant l'heure. Zatopek, immense vedette du sport européen, qui embrasse sa femme sur le podium, qui a gagné aussi une médaille olympique, et puis qui va être uni avec Alain Mimoun par une rivalité teintée d'amitié, de respect. On voit l'arrivée du 5000 mètres aux Jeux d'Helsinki et le rictus très célèbre de Zatopek. Les Jeux, c'est aussi le retour des vaincus. Les Jeux de Rome, par exemple, ça permet bien d'oublier l'utilisation du sport par le fascisme. Alors certes, les affiches reprennent la thématique de la Rome antique, comme l'avait fait le fascisme, mais on peut montrer de nouvelles réalisations. Les Italiens sont très forts en béton armé, ça c'est le Palazzetto dello Sport. Finalement, bon, c'est des jeux qui, eh bien, même si les Français ont de très mauvais résultats, qui plaisent. C'est aussi le Japon en 1964, où, alors ce qui est intéressant, c'est l'introduction d'ailleurs eh bien, de sports non européens. Le judo en particulier, c'est une finale très célèbre où le judoka poids lourd hollandais eh bien, est en train d'étrangler son adversaire japonais sans que celui-ci eh bien, demande grâce en quelque sorte. Et puis en 72, ce sont les Jeux de Munich qui doivent figurer, rien que l'architecture en elle-même, vous voyez, ces toiles très aériennes, doit figurer la transparence, la démocratie retrouvée de l'Allemagne. Et puis ces jeux aussi, ils ont une force beaucoup plus importante parce qu'il y a la télévision. La télévision était apparue dès 1936, mais avec une télévision en circuit fermé. Dès 1964, c'est en Mondiovision, par satellite, et même Télérama, qui n'est pas réputé de s'intéresser beaucoup au sport, enfin jusqu'à aujourd'hui, eh bien, vous voyez, consacre sa une pour les Jeux de 68. Et puis en 68, c'est la télécouleur, et on voit la victoire ici de Colette Besson. Alors ces Jeux, c'est aussi un autre lieu de l'émergence du tiers-monde, et peut-être aussi finalement de l'apparition d'un visage plus heureux de l'Afrique. Je vous rappelle qu'au début des années 60, René Dumont écrit son célèbre livre « L'Afrique noire est mal partie ». Alors, dès 1960, il y a un événement évidemment qui est très célèbre, c'est la victoire d'Abebe Bikila, le coureur éthiopien, membre de la garde impériale d'Haïlé Sélassié, qui remporte le marathon des Jeux de Rome, pieds nus, il court pieds nus, et le lieu qui a été choisi par les Italiens eh bien, lui convient tout à fait, même s'il dit qu'il n'y a rien de politique dans sa victoire. Pour quelle raison? C'est que, pour une fois, le marathon n'est pas décidé, l'arrivée n'est pas décidée dans le stade olympique, mais ici, sous l'arc de Constantin, juste à côté du Colisée. Or, cet arc de Constantin, c'est là, donc c'est en 60, où 25 ans plus tôt, Mussolini a lancé les troupes italiennes contre l'Éthiopie. Donc il y a un aspect, évidemment, de revanche symbolique. Et les années 60, et c'est jusqu'à aujourd'hui évidemment, voient l'affirmation évidemment des athlètes noirs, et notamment d'Afrique. Ce sont les Kenyans, par exemple, en 68, ils remportent le 1500, le 10 000 et le 3000 mètres steeple. C'est aussi d'autres revanches des dominés, alors pas forcément dans les colonies, mais bien évidemment dans les pays industrialisés, et notamment aux États-Unis. Et c'est cette image, s'il y a peut-être une image qui serait un petit peu iconique du XXe siècle, il y a 100 images, il y a certainement celle-là. Ce sont les Américains Tommy Smith et John Carlos qui sont arrivés premiers, d'ailleurs je crois que c'est troisième, j'ai mis second, aux 200 mètres, et ils portent un badge indiquant Olympic Project for Human Rights, c'est une organisation qui veut lutter contre le racisme, et leur adversaire d'ailleurs australien le porte aussi, et ils lèvent évidemment le gant, le poing ganté, symbole du Black Power et des Black Panthers.
pendant que l'hymne américain retentit, et ils sont pieds nus aussi en chaussettes pour rappeler la pauvreté des Noirs américains. Bon, ils sont invités à quitter rapidement Mexico. Et puis, la contestation peut prendre évidemment un tour vraiment dramatique et violent. Hein. Bon, au jeu de Munich en 72, le commando palestinien Septembre Noir eh bien, prend en otage les athlètes israéliens dans le village olympique. La police allemande est totalement débordée, la sécurité est très mal assurée, très mal organisée. Et c'est à partir de ce moment-là que cette question devient une question extrêmement prégnante. Et 11 Israéliens sont assassinés pendant cet événement, qui en plus est suivi évidemment heure par heure. Vous voyez la une de François, hein, l'ultimatum, et surtout qui aussi renvoie à la duplicité des dirigeants du CIO. Vous avez Avery Brundage, qui est le président du CIO hein, de 1952 à 1972, qui est lui-même un ancien athlète, qui a été membre qui a dirigé le comité olympique américain, qui est profondément raciste et antisémite, qui a soutenu les Jeux de Berlin, bien évidemment, qui a poursuivi aussi de sa vindicte tous les athlètes suspectés de professionnalisme, et qui, dans la journée hein, immédiate, où on arrête les compétitions juste après l'attentat, prononce un discours où il dit, c'est resté très célèbre, « The games must go on », ils doivent continuer. Hein. Alors certes, il rend hommage à nos amis israéliens, etc., mais il met sur le même plan l'attaque terroriste avec la question de la Rhodésie, hein, de l'admission de la Rhodésie aux Jeux. Le pays africain voulait l'exclusion définitive de la Rhodésie, donc pour défendre en quelque sorte l'apartheid. Alors, on entre dans une ère de boycott où là, véritablement, les Jeux deviennent des enjeux diplomatiques. Hein. Bon, ce sont les Jeux de Montréal hein, qui sont boycottés par les pays africains au motif que la délégation néo-zélandaise y participe et qu'une équipe de rugby néo-zélandaise était venue jouer en Afrique du Sud. Hein, et c'est renforcé par les émeutes de Soweto hein, et le massacre de la population hein, qui manifestait par la police sud-africaine. Bon, ça n'a pas véritablement d'effet parce que souvent les absents ont toujours tort en quelque sorte. Hein, ce qui fait d'ailleurs que la vedette des Jeux, c'est celle-là, hein, cette jeune femme, enfin non, cet enfant, Nadia Comaneci. Hein, et puis c'est aussi l'émergence de ces nageuses est-allemandes, hein, assez musclées. Et puis, petit rappel pour les Parisiens, c'est que alors ça c'est la configuration actuelle, le stade olympique avait été construit par un architecte français, Roger Taillibert, en forme de soucoupe, et les habitants de Montréal ont payé pendant 30 ans hein, la construction de ce stade. Alors, les boycotts, c'est un moment où finalement les boycotts menacent les Jeux, et puis en même temps les Jeux deviennent de plus en plus coûteux. Hein. C'est une grosse machine. Vous voyez, en 1960, il y a 83 délégations, 76, 92, mais il y a surtout 18 épreuves désormais, plus de 6000 athlètes, 21 sports, donc ça coûte de plus en plus à organiser. Donc, ce qui fait que les villes hein, candidates, elles sont de moins en moins nombreuses. D'autant que les grandes puissances eh bien, vont jouer le jeu du boycott. Hein. En 80, les Jeux vont à Moscou, mais dès 76, l'administration américaine commence à penser au boycott. Hein. Et le prétexte, bien évidemment, c'est l'invasion de l'Afghanistan en 1979. Bon, ces Jeux ont quand même lieu, mais ils sont aussi accompagnés par quoi ? Par des campagnes de boycott, notamment en France. Hein. Vous avez un comité de boycott, vous voyez, qui reprend les anneaux olympiques. Hein. Ils sont en forme de barbelés. Hein. Et puis, la mascotte des Jeux, hein, le petit ourson, eh bien, c'est une sorte de policier. Et en même temps, bon, ces Jeux sont aussi des moments de règlement de compte hein, au sein du bloc de l'Est. Vous vous rappelez peut-être le vainqueur. Hein, les perchistes français n'ont pas réussi, mais le vainqueur, c'est Kozakiewicz, un perchiste polonais qui gagne sous les huées du public moscovite. Et voilà sa réponse eh bien, aux Russes. Alors bien évidemment, la réponse, c'est quoi ? C'est boycott de 1984.
Mais si vous vous rappelez ces Jeux de 84, ils sont marqués par... C'est America is back, hein, ce sont les Jeux de Reagan. Je ne sais pas si vous vous rappelez la télévision, quand on regardait les retransmissions, on ne voyait que des athlètes américains. Hein. Le drapeau américain partout, bien évidemment. Ce qui fait que là encore, eh bien, ces Jeux, eh bien, ils sont l'objet de ces enjeux, mais en même temps, bon, ils ont lieu et finalement, ceux qui ne viennent pas ont finalement tort. Ce qui fait que de moins en moins, pratiquement plus de pays, ont recours au boycott. Alors j'ai très peu parlé des femmes, rassurez-vous, ce n'est pas un signe de ma misogynie profonde, hein, mais c'est aussi évidemment un aspect politique. Les femmes n'ont été admises aux épreuves d'athlétisme qu'en 1928, sous les grandes protestations d'ailleurs de Pierre de Coubertin. Et encore, elles ne pouvaient pas courir plus de 800 mètres parce que leur constitution fragile, bien évidemment, les en empêchait. Donc ça a été aussi un lieu d'affirmation, hein, finalement de l'égalité des droits, notamment l'épreuve du marathon. Hein. Il faut attendre 1984 pour que les femmes puissent courir le marathon. Hein. Et à partir de ce moment-là, les années 80-90 vont voir l'ouverture de très nombreux sports, notamment collectifs, hein, aux femmes. Alors, la France, dans tout cela, très rapidement, eh bien, continue à considérer que ces Jeux, ce sont des événements relativement importants. Hein. Bon, vous connaissez peut-être ce dessin de Jacques Faisan, très célèbre. Hein. Après les Jeux de Rome, 5 médailles, aucune d'or. Hein. Dans ce pays, si je ne fais pas tout moi-même. Hein. Alors, c'est le prétexte. De Gaulle voulait mener une politique sportive qui est confiée à cet homme-là, hein, Maurice Herzog, le vainqueur de l'Annapurna. Et c'est ce qui va donner naissance quand même à tout l'équipement sportif qui couvre la France aujourd'hui. Hein. Il y a 2 plans d'équipement. Hein. Si les Français et notre génération savent nager, c'est aussi grâce à ces années-là. Et puis il y a aussi une préparation, alors je passe là-dessus, une préparation olympique, hein, qui est menée par cet homme-là, Marceau Crespin, un militaire, un baroudeur, hein, qui organise eh bien, cette préparation. Pour les jeunes gens, le service militaire, enfin, les meilleurs athlètes passent leur service militaire souvent au bataillon de Joinville, et en année pré-olympique, ça permet de s'entraîner eh bien, pendant plus d'une année. C'est aussi la tenue des Jeux à Grenoble, enfin des Jeux d'hiver, hein, et ça coïncide d'ailleurs avec une ville moderne, hein, qui a été totalement modernisée, et bien évidemment De Gaulle est là pour l'inauguration de ces Jeux, et en plus, eh bien, Jean-Claude Killy, qui est officiellement douanier, hein, on ne le voit pas beaucoup à la douane entre la France et la Suisse, eh bien, il remporte 3 médailles d'or, les sœurs Guatchel aussi brillent, ce qui fait que, bien évidemment, c'est une réussite. Et puis, pour montrer l'attention que porte De Gaulle à ces événements-là, bon, voilà Colette Besson, hein, l'une des plus grandes athlètes françaises, hein, avant Marie-Josée Pérec, vainqueur du 400 mètres plat aux Jeux de Mexico. De Gaulle va lui accorder la Légion d'honneur. Et voilà comment il justifie son geste. Hein. En pleurant sur le podium, elle a fait pleurer toute la France et elle m'a ému. Hein. Bon. Alors, pour terminer, rassurez-vous, je ne vais pas aller trop longtemps, pas faire de prolongation. Je voudrais juste évoquer assez rapidement la question des Jeux Olympiques qui sont les miroirs aujourd'hui de la mondialisation. Bon, premier élément, c'est qu'on passe finalement de la géopolitique des rapports entre États à la géoéconomie, c'est-à-dire de rapports de force qui seraient marqués par eh bien, les enjeux économiques. En 84, tout d'abord, eh bien, c'est le début de l'acceptation du professionnalisme. Le foot, d'ailleurs la France est championne olympique de football. En 88, c'est le tennis. En 92, c'est la Dream Team qui était composée des meilleurs athlètes, eh bien, des meilleurs basketteurs américains aux Jeux de Barcelone. Ce qui fait que ces athlètes, ils deviennent aussi, ils restent encore finalement des messagers de leur état, mais ils deviennent des hommes sandwich. Hein. Bon, ça c'est l'équipe de France. Carl Lewis qui obtient 4 médailles d'or, c'est aussi et d'abord l'athlète Nike. C'est aussi la transformation hein, de
l'esprit des dirigeants. Voilà Juan Antonio Samaranch, qui a un passé franquiste assez marqué, mais qui va profondément moderniser le CIO entre 1980 et 2001, qui convertit le CIO au sport business. Si on pouvait faire crédit d'une chose à Very Brundage, c'est le fait qu'il se méfiait profondément de l'argent. Et donc il va multiplier les partenariats. Adidas joue un rôle fondamental là-dedans. Puis vous voyez, parmi les premiers partenaires, bon, il y a des marques qui permettent de se construire un corps d'athlète comme McDonald's ou Coca-Cola. Bien, voilà, donc ce sont ces partenariats qui font partie du programme de TOP. Alors, dans ce contexte-là, il y a aussi un moment plutôt, on pourrait dire, de grâce pour les Jeux Olympiques, qui est aussi lié à la fin de la guerre froide. Pour quelle raison? C'est qu'il y a une véritable trêve olympique, on peut le dire, entre 1988 et 2004. Plus de menaces de boycott. Bon, certes, il y a la Corée du Nord, ça mais en tout cas, tout le monde se réunit autour de cela. Et notamment, ça commence avec les Jeux de Séoul en 1988 et qui sont symptomatiques parce qu'ils accompagnent aussi le mouvement de démocratisation de la Corée du Sud, qui était jusque-là, évidemment, une dictature. Mais il y a quand même aussi, eh bien, ces Jeux sont aussi marqués par une certaine tension. Il y a plus de 100 000 policiers qui les surveillent, notamment des forces spéciales. Alors, en 92, c'est peut-être le moment finalement où ces Jeux incarnent le mieux la démocratie. Pour quelle raison? C'est qu'ils ont lieu à Barcelone, donc dans une ville où en 1936 devaient avoir lieu des contre-jeux populaires. Bon, c'est une manière aussi de célébrer finalement la consolidation de la démocratie en Espagne, enfin bon, les gens de Barcelone diraient en Catalogne, et puis ce sont finalement des jeux aussi qui montrent aussi l'utilité. Grâce au fonds de la CE, eh bien, on améliore les équipements, on utilise le stade de Montjuïc, on ne fait pas de stade nouveau pour les Jeux Olympiques, donc des jeux qui sont plutôt vertueux. Et ça court finalement jusqu'à Athènes 2004. Athènes 2004 étant finalement un point de bascule. Pourquoi? Parce que eh bien, ce sont des jeux qui ont été désastreux, soit du point de vue économique, qui sont à l'origine de la crise grecque et de l'endettement grec, et puis du point de vue aussi de l'environnement. On est maintenant dans une nouvelle saison, si j'ose dire, des Jeux Olympiques. Pour quelle raison? C'est qu'à partir des années 2000, les BRICS et puis les régimes autoritaires se sont lancés à l'assaut des Jeux. Si on prend le tableau des médailles, les États-Unis dominent toujours, mais à deuxième place, vous avez la Russie, la Chine, la Chine, la Chine. C'est bien évidemment les jeux des pays émergents, mais bon, dont on pense qu'ils peuvent avoir une évolution favorable. 2008, c'est évidemment les Jeux de Pékin qui quand même donnent lieu à des protestations pour notamment les Tibétains, et la flamme olympique eh bien, circule avec des gardes du corps pour éviter tout incident. Pour la Chine, c'est moyen de montrer sa capacité d'organisation avec notamment ce fameux stade olympique en nid d'oiseau qui est conçu par des architectes suisses. En 2014, ce sont les Jeux de Sotchi qui sont sans doute une certaine aberration écologique. Bon, il y en aura bien d'autres, les Jeux d'hiver en Arabie Saoudite bientôt. Et là, on pense encore que finalement, Poutine est quelqu'un de fréquentable. Et puis en 2016, ce sont les Jeux de Rio, qui sont un peu imposés à la population. Bon, j'ai eu l'occasion d'aller au Brésil juste avant la Coupe du Monde 2014. Bon, les protestations étaient plutôt jugulées de manière un peu musclée. Et puis, on sait évidemment que, même si en 2016, ce sont plutôt les Jeux du Parti des travailleurs, ensuite, évidemment, le Brésil va être plongé dans une forme de convulsion politique. Alors, de nouvelles problématiques politiques apparaissent. En gros, dans les années 60, c'est la question du racisme. À partir des années 2010, c'est la question de la tolérance, de l'égalité des droits, des questions LGBT. Et comme à la fin des années 20, vous avez des sortes de contre-jeux qui sont organisés. À partir du début des années 80, ce sont les Gay Games qui sont organisés en 2018 à Paris.
Et puis, même dans les démocraties, eh bien, ces jeux sont complexes. Ce sera intéressant de voir ce que sera après les Jeux de Paris, hein, la France. Pour quelle raison? Rappelez-vous, hein, les Jeux de Londres en 2012, hein, où Elisabeth II aurait sauté en parachute pour arriver à sa place, pour rappeler la cérémonie d'ouverture. Eh bien, cette cérémonie magnifique, hein, qui montre l'histoire du Royaume-Uni, hein, eh bien, pour l'écrivain Jonathan Coe, je ne sais pas si vous avez lu ce roman, mais je vous le recommande, hein, Le cœur de l'Angleterre, il fait partir finalement des Jeux de Londres, eh bien, ce mouvement qui insidieusement va mener au Brexit. Hein. Comme si finalement les Jeux de Londres, qui sont des jeux qui veulent célébrer finalement le multiculturalisme, le rôle de l'Angleterre, eh bien, serait finalement des jeux de point de départ de la sortie du Royaume-Uni. Et donc, la grande question, évidemment, qu'est-ce que vont être les Jeux de Paris 2024 ? Je ne peux pas vous répondre, bien évidemment, puisque les Jeux n'ont pas encore eu lieu. Il faut espérer, me semble-t-il, eh bien, que ces Jeux soient ceux, finalement, de la démocratie, d'une certaine tolérance, d'un espoir de paix, hein, mais bien évidemment, ils arrivent à un moment extrêmement complexe, hein, du point de vue des relations internationales. Alors pour terminer, on peut se poser, hein, la question de Staline à propos du pape, hein, ou du Vatican. Combien de divisions? À quoi ont servi finalement les Jeux Olympiques dans l'histoire finalement du XXe siècle? C'est une question complexe parce que à la fois ce sont des moments quand même de réunion, comme le sport international en général, même si tout le monde aujourd'hui ne peut plus y participer. Hein. Je ne sais pas si vous avez des billets dans la salle, mais enfin, moi c'est un peu cher pour un professeur d'université. Donc il y a évidemment cette question-là, mais c'est aussi un moment, hein, où le monde entier est réuni devant les caméras. Hein. Donc ça, il y a cet effet positif, mais en même temps, les Jeux Olympiques n'ont pas empêché 2 guerres mondiales, hein, n'ont pas empêché des régimes mortifères, eh bien, de les instrumentaliser. Hein. Et donc, finalement, le regard qu'on peut porter, c'est le regard de l'historien, finalement. Et c'est intéressant parce qu'il révèle, hein, de cette histoire. Hein. Et donc, à la fois, il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie des jeux. Hein. Je sais qu'il y a des chantres des jeux. Hein. On le voit bien à la télévision, hein. Les jeux c'est formidable, les athlètes c'est formidable, etc. On ne voit pas toute la souffrance qu'il y a derrière la préparation olympique. Hein. Et en même temps, il ne faut pas tomber non plus dans la condamnation, hein, unanime de cet événement. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro, il faut parler fort et on a une petite demi-heure pour échanger. Est-ce que, d'après vous, la politisation des Jeux Olympiques explique l'omerta relative qu'on observe quant au dopage? Oui, c'est une question en partie, c'est vrai. Il y a plusieurs exemples. Bon, j'ai cité les Jeux de Barcelone en 92. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous vous intéressez au sport. Tout d'un coup, il y a eu une génération spontanée d'athlètes espagnols, hein, qui dépassaient tous les autres. Bon, or, on sait très bien, l'Espagne est une terre de dopage dans le cyclisme, dans le football, etc. Et donc, bon, je ne critiquerai pas nos amis anglais, je ne ferai pas d'anglophobie, hein, mais là également, aux Jeux de Londres, ils ont obtenu des résultats tout à fait extraordinaires. Hein. On sait par ailleurs qu'il y a un sport comme le cyclisme en France, plus aucun Français n'a gagné le Tour de France, pour une raison précise, c'est qu'il y a des contrôles qui sont importants en France. Donc oui, c'est bien évidemment, il y a, malgré tout, vous avez tout un système, l'Agence mondiale antidopage, vous avez des contrôles qui sont réguliers, il y en a qui se font prendre. Hein. Mais certainement, à certains moments, il y a quand même un voile. Hein. On sait, alors, par exemple, pour une autre compétition, la Coupe du Monde 98, dans l'équipe de France, vous aviez quand même des gens qui jouaient en Italie, hein, et 2 joueurs, notamment Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Alors, je crois je ne sais plus s'il jouait encore à la Juve. Bon, la Juventus de Turin, ça a été un haut lieu du dopage dans ces années-là. Donc, bon, mais
n'ont pas été pris. Donc bien évidemment. Hein, La RDA aussi, un certain. alors, la RDA, absolument. Hein. Le problème, alors, ce que disent justement les membres de l'Agence mondiale antidopage ou tous ceux qui combattent le dopage, c'est que finalement les dopés ont toujours une longueur d'avance sur les autres. C'est-à-dire qu'on recherche le produit qu'utilisent les tocards, hein, ceux qui n'ont pas accès à un labo ultra performant. Hein. Puis aujourd'hui, je ne suis pas médecin, pas spécialiste de médecine, mais le problème, c'est tout ce qui est manipulation génétique aussi, qui sont plus difficiles à repérer. Hein. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'il faut éviter aussi le manichéisme, c'est-à-dire que les pays de l'Est l'ont largement utilisé, hein, l'URSS en premier lieu, la RDA en second lieu, les Tchèques aussi, mais aux États-Unis, rappelez-vous, alors j'ai montré une image de Florence Griffiths-Joyner, hein, qui est morte à 36 ou 37 ans, qui, je crois, dans le record aux 100 mètres, 200 mètres, n'a pas toujours été battu, qui a été établi à Séoul. Hein. Et puis, bon, à Séoul, il y avait Ben Johnson, qui était canadien, qui était un peu benet, sans doute, et lui, il s'est fait prendre. Donc, il y a entre Est et Ouest, je pense que la balance est assez équilibrée, même si ça a quand même été des politiques très systématiques et organisées par les partis et les États dans les pays de l'Est. Oui. Alors, je voulais vous poser une question sur la portée, sur la durée en fait justement de l'impact politique que peuvent avoir les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est réellement porteur ou est-ce que c'est l'État qui accueille, qui se sent valorisé, peut-être s'en assure? Oui, moi je pense que, vous avez en partie répondu à la question. C'est organiser un événement sportif, c'est complexe parce qu'on sait très bien, vous allez voir, dans les 3 semaines avant, toute la presse internationale va se déchaîner sur l'organisation parisienne, disant l'eau coule pas au village olympique, etc., etc. Donc c'est le danger, c'est le rituel. Hein. Et la presse britannique va être au premier rang, hein, certainement. Donc il y a cet effet d'image. Hein. Et en même temps, si ça se passe bien, il y a, finalement, c'est un effet vitrine pendant 15 jours. Mais après, on oublie. Hein. Alors, est-ce que ça a donné plus d'influence, par exemple, au Royaume-Uni depuis 2012 ? Je ne suis pas certain. L'obtention des Jeux est une preuve d'influence. Hein. Mais ensuite, les Jeux coûtent cher. Alors, ceux de Paris, ils sont relativement vertueux, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas de stade olympique construit. Il y a une piscine olympique, mais qui manquait à Paris. Il y a l'Adidas Arena qui est construite par la ville de Paris. Hein, c'est plus la piscine Tourelle. Mais pour le reste, on utilise des équipements déjà existants. Et finalement, bon, beaucoup de dépenses, c'est aussi essayer de remédier à l'insuffisance des transports urbains à Paris. Hein. Donc, de ce point de vue-là, c'est relativement positif. Mais après, est-ce que ça va bénéficier à la France ? Je ne suis pas sûr à l'effet d'image. Je vous donne un exemple. En 2018, j'avais été invité par l'ambassade de France et l'Alliance française en Russie pour donner 2 ou 3 conférences, hein, comme celle-ci. Et j'avais été notamment à Yekaterinbourg, où j'avais vu les Bleus battre le Pérou. Et quand vous étiez à Moscou ou à Yekaterinbourg, qui était une ville longtemps fermée parce qu'il y a des industries stratégiques, vous ne voyez pas beaucoup de flics, vous disiez, oh, c'est une grande démocratie cette Russie, hein, il y avait des populations de toutes couleurs de peau, etc., qui passaient. Donc, beau succès d'image d'une certaine manière. Hein. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Bon. Donc, ce qu'on appelle souvent, vous savez, il y a des spécialistes géopolitiques qui se gargarisent du terme soft power qui a été inventé par Joseph Nye à la fin des années 80, début des années 90, c'est-à-dire tous ces moyens d'influence que seraient par exemple la musique, les feuilletons, etc., qui permettraient de faire que vos adversaires pensent comme vous pensez. Pour le sport, c'est complexe. Hein. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? C'est compliqué. Hein. Prenez le Brésil en 2014, ça a été un fiasco total, ils se sont fait écraser par l'Allemagne. Ensuite, 2 ans plus tard, les Jeux Olympiques, tout le monde s'est plaint en disant que la baie de Rio était polluée. C'est vrai que finalement, bon, c'était les Jeux, on avait repoussé les pauvres, etc. Donc c'est complexe. Alors après, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, c'est-à-dire, et c'est pour ça par exemple que les États
de péninsule arabique utilise, c'est que ça permet aussi des contacts, de nouer des contacts, de nouer des intérêts. Vous voyez le Qatar, avec le PSG, etc. Ça permet quand même de... après, vous avez un gouvernement qui est un petit peu contraint quand même dans sa politique étrangère. Donc c'est un moyen finalement de contact. Et un bon exemple, c'était en 71, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire-là, c'était la diplomatie du ping-pong. Lors d'une compétition au Japon, eh bien, mais c'était un peu préparé, eh bien, l'équipe américaine s'est invitée dans le bus des Chinois, et ensuite ils ont été faire une tournée en Chine, et c'est ce qui a préparé en quelque sorte, bon, dans les faits il y avait des négociations entre Kissinger et Zhou Enlai, bon. Mais ça a été un prétexte. Donc le sport c'est souvent un prétexte pour faire autre chose. Après, je ne sais pas si notre pays deviendra une superpuissance après les Jeux, je pense pas. En tout cas, ça diminuera pas notre endettement. Ça, alors oui, c'est aussi bon. Aujourd'hui, les médias sont un petit peu plus discrets là-dessus parce que la tarte à la crème pour finalement comme prétexte pour obtenir un événement, c'est dire oh, sur le plan économique, ça va être extraordinaire. On va avoir 1 ou 2 points de croissance en plus. C'est totalement faux dans le sens où déjà les touristes qui devaient venir à Paris pendant l'été qui viennent d'habitude, ils ne viendront pas parce que ça va être horriblement cher, etc. Donc bon, en général, sur le plan de la croissance, c'est neutre, mais en revanche sur le plan d'endettement, ça ne l'est pas. Même si, bon, on peut dire aussi que pour Paris, il y avait quand même des investissements. Alors vous allez dire, moi je suis un provincial depuis plus de 20 ans aussi, donc je peux râler. C'est des investissements qui se font au profit de la capitale, mais bon, l'extension de la ligne 14, tout le réseau de métro autour de Paris, c'était quand même très utile. Donc là, ça n'a pas été trop mal fait. C'est pas Athènes 2004, c'est pas Rio 2016, même si j'attends quand même de voir le président Macron se baigner dans la Seine. Il l'a dit hier. On verra. Oui. Jacques Chirac l'avait déjà dit à l'époque. Il l'avait dit, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer des compétitions sans drapeau et sans hymne national? Ah oui, alors ça figurez-vous que c'était... j'ai retrouvé ça dans les archives non du CIO, mais de la FIFA, c'était la Suède. À l'issue, vers 1948, la Fédération suédoise disait il faut bannir les hymnes, il faut bannir les drapeaux, parce que ça fournit une surenchère nationaliste. Je crois qu'on ne peut pas imaginer ça. Alors, c'est pas parce que je défends le drapeau et l'hymne, mais c'est que les Jeux, comme toutes les grandes compétitions internationales, ça fonctionne sur quoi? Sur le principe de la commercialisation de la nation. La nation en tête de gondole, ça marche très bien. D'autant que depuis la fin de la guerre froide, on vit un retour souvent dramatique quand même de la nation. Et il suffit de voir la scène politique française pour voir que c'est quelque chose qui est quand même au cœur. Donc, officiellement, le CIO se méfie de ces... mais à laisser faire. Par exemple, depuis 20 ans, le vainqueur, voire le troisième, voire... J'ai même vu un athlète français lors des championnats du monde qui était cinquième, qui a fait le tour avec un drapeau. Bon, c'est des rituels. Et donc, ça va continuer. Pour quelle raison? C'est que même si le sport international, en théorie, c'est le fait d'une sorte de société civile mondiale, CIO, Comité olympique nationaux, en fait, bon, c'est quand même très largement le jeu des États. Donc ils veulent évidemment que les couleurs nationales soient exaltées. Et puis par ailleurs, c'est aussi... on le voit bien. Enfin, je ne sais pas, moi, si vous voyez... je ne suis pas du tout un chauvin, etc. Mais quand en finale de la Coupe du Monde, j'avais envie que la France gagne. Quand on voit un nageur français qui est premier, on est content. Mais c'est aussi... Alors, ça relève d'autre chose. Ça relève aussi peut-être... c'est le sport moderne. Alors, il faut mobiliser ici un grand sociologue allemand qui a fui le nazisme parce qu'il était juif, c'est Norbert Elias, que vous avez peut-être lu. Norbert Elias a fait toute une théorie sur le processus de civilisation. Pour lui, depuis le XVIe siècle, notamment en France, en Italie, en Angleterre, eh bien les mœurs se civilisent progressivement. On est moins violent, on est moins grossier, etc. Et le sport en fait partie, puisque le sport, ce sont des règles. Il faut et par rapport aux Jeux antiques, où on mourait au pancrace ou à la lutte, bon, aujourd'hui on meurt plus. Enfin,
c'est extrêmement rare. Donc il y a un contrôle de la violence. Mais pour Norbert Elias, en même temps, on est dans des sociétés de plus en plus contraintes. Nos émotions, hein, parfois, si on avait vécu, je ne sais pas, au XVIe siècle, XVIIe siècle, on a le sentiment d'être insulté, bon, on sort son épée et hop, on transperce l'autre. Hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. On essaie de se garder son humeur. Mais pour Norbert Elias, quand même, il faut qu'il y ait des mécanismes, des soupapes de sûreté. Et le sport en fait partie. Et donc, il a évoqué The Quest for Excitement, hein, la recherche de l'émotion. Et c'est vrai que quand on regarde ces compétitions, il y a une sorte on vit au travers de ces athlètes, hein, on gagne par procuration en quelque sorte, hein, mais aussi parce qu'on a des vies, alors peut-être vos vies sont plus palpitantes que la mienne, hein, mais on a des vies quand même qui sont très réglées. Hein, et donc tout d'un coup, ce sport, ça ressemble aussi, au-delà de l'exploitation nationaliste, c'est aussi, il y a quelque chose de carnavalesque dans le sport. D'ailleurs, les spectateurs dans les stades qui se déguisent, etc. Un moment où tout d'un coup les règles, pas toutes les règles, mais quelques règles de la vie quotidienne sortent et où tout d'un coup on peut s'exprimer. Donc c'est aussi, je pense, ces jeux c'est aussi la fête, hein. Même si évidemment c'est la fête aussi des couleurs nationales, la fête de la nation, mais pourquoi pas quand même, c'est aussi peut-être un lieu, il ne faut pas que ça dérive en nationalisme, bon, mais qu'il y a un patriotisme bon teint. En tout cas, le sport, c'est peut-être aussi un des lieux où on écrit une histoire pour tous et toutes aujourd'hui. C'est-à-dire où tout le monde peut se reconnaître dans la victoire de Marie-Josée Pérec, dans la victoire de la France Black Blamber, enfin, pas tout le monde, hein, mais en tout cas une majorité de Français. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est dans des sociétés où il y a des querelles très fortes, des concurrences mémorielles, etc. Le sport peut avoir cette fonction-là. Alors, vous allez me trouver peut-être naïf. Hein. Oui. J'aurais deux questions. C'est d'abord sur la dimension démocratique, en particulier de l'attribution des Jeux de Paris. Il me semble qu'il y a je crois que c'est Hambourg, quelque chose comme ça, qui a dû refuser par une votation des citoyens l'attribution des Jeux. Est-ce que ça peut être amené à être développé dans le futur? Il me semble qu'il y a des groupes qui refusent que les Jeux Olympiques se déroulent à Los Angeles, etc. Et ensuite, il me semble qu'il y a 6 enquêtes du parquet national financier contre des responsables du COJOP ou du CIO français. Est-ce que c'est dans la moyenne de la corruption qu'on peut attendre d'une organisation d'un événement de cette taille, ou est-ce que c'est bon? Alors, bon, je ne suis pas membre du parquet, et puis je pense qu'il faut peut-être aussi respecter la présomption d'innocence. Bon. Alors, pour la première réponse, il me semble que c'est aussi une différence entre la démocratie allemande, hein, où vous avez quand même une démocratie participative locale qui est beaucoup plus forte qu'en France. Hein. Je pense que qu'il y a une différence de culture politique qui est importante, où finalement, lorsque l'État central en France décide quelque chose, on le fait. Hein. Donc ça, c'est lié à une tradition, me semble-t-il, jacobine. Pour le reste, alors oui, l'attribution des Jeux, elle a été émaillée surtout depuis 30 ans, hein, de phénomènes de corruption. Je ne saurais pas vous dire hein, si c'est dans la moyenne. Il est clair que la fréquentation alors, point de rencontre entre le milieu sportif ou administratif et des grandes entreprises d'intérêt économique peut malheureusement susciter des tentations. Après, je pense qu'il faut attendre, hein, mais oui, il y a souvent eu. Alors souvent, c'est plutôt. Alors il y a deux choses. Il y a deux types de corruption. Hein. C'était notamment, je crois que c'était aux Jeux d'Atlanta, où beaucoup des membres du CIO, hein, puisque bon, le CIO, je ne l'ai pas dit, c'est une organisation là aussi pas très démocratique, puisqu'on est coopté au CIO. Hein. Bon, des membres africains avaient vu s'étaient fait offrir des bourses universitaires pour leurs enfants. C'est pas rien aux États-Unis. Hein. Donc il a été convaincu de cela. Donc comment la France a obtenu les Jeux de Paris, je n'en sais rien. Hein. Parce qu'elle était seule candidate, non? Alors au départ non, hein, mais ensuite comme il y avait moins, oui, on a décidé 24 Paris, 28 Los Angeles. Donc ça a arrangé tout le monde, parce que c'est un moment justement où organiser les Jeux, on était revenu un peu aux années 70, hein, où plus personne ne voulait organiser les Jeux.
Et puis dans le COJO, bon, il peut y avoir, oui, Alors, est-ce que c'est dans la moyenne ou pas? Je ne saurais vous répondre. Il faut voir à la fin les résultats de l'enquête, hein, parce que, mais ça arrive. Alors, souvent, me semble-t-il, ce qui se produit, c'est quand même des trafics plus élémentaires, trafic de billets, par exemple. Voilà. Parce que ça, ça peut réussir, mais comme nous l'a dit notre ministre des Sports, hein, vous savez, il y a Teddy Riner qui a râlé parce qu'il y avait seulement 2 billets, bah, deux places, elle avait aussi seulement 2 places. Donc visiblement, c'est contrôlé. Oui. Ouais, alors pareil, double question aussi, parce que je rebondissais sur la remarque de monsieur. Moi, je viens d'un milieu où il y a pas mal de sportifs de haut niveau et que c'est une éternelle opposition entre les pros et les anti-olympistes, avec cette phrase qui revient, que j'ai toujours entendue, c'est, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques comme cérémonie la plus fasciste au monde, avec les nations qui défilent au pas derrière les drapeaux, etc. Mais surtout, ma vraie question au départ, c'était, j'ai lu récemment dans la presse, une proposition d'importer les Jeux Olympiques une bonne fois pour toutes à Athènes, et qu'on n'en parle plus et que ça règle les problèmes. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose qui... D'abord, les Grecs ont tenté de le faire immédiatement. Hein. Lors des premiers Jeux, ils ont organisé des Jeux intercalaires, notamment en 1906. Il faut dire, c'est nous, les Jeux, c'est ici. Hein. Et puis, bon, les autres pays les voulaient. Oui, c'est quelque chose qui est revenu, notamment au moment des Jeux d'Athènes. Hein. Certains ont dit, pourquoi pas y rester. Ce serait une possibilité, finalement, hein, tout à fait. Moi, je suis pas... je n'ai pas mon mot à dire, mais ça me semble ça pourrait être une solution, finalement, de bon sens, sauf que le sport international, il change, il bouge. C'est-à-dire qu'on avait toujours tendance à penser que c'est nous, les Occidentaux. Or, on voit bien, hein, ces nouveaux pays émergents, ils veulent des compétitions, ils veulent les Jeux. Donc pourquoi pas, l'Indonésie par exemple peut-être organisera un jour les Jeux, ils ont du pétrole. Hein, et pourquoi refuser cela à l'Indonésie, hein? Et les pays du tiers-monde pourront dire ah oui, vous ne voulez pas pour diverses raisons, notamment pour des questions d'environnement, mais vous avez passé plus de 100 ans à polluer la planète, pourquoi nous on ne pourrait pas le faire à notre tour? Donc voilà, me semble-t-il, l'état des débats. Sur la première question, c'était professionnalisme, amateurisme. Non, sur la cérémonie d'ouverture. Ah, la cérémonie d'ouverture. Oui, alors, ils sont plus tout à fait... C'est pas Berlin, quand même. Hein. C'est plus tout à fait Berlin. C'est plutôt un défilé de mode, aujourd'hui. Mais qui a été, quand même, me semble-t-il, à partir des années 60, agrémenté. Par exemple, en 64, aux Jeux de Tokyo, les athlètes ghanéens défilent en costume africain. Donc, vous voyez, il y a la volonté aussi de... et les athlètes du Pacifique souvent sont torse nu. Donc c'est plus tout à fait quand même l'ordre martial qui était au départ. Mais il est vrai que c'est plutôt quand même la cérémonie de clôture qui a un côté festif. Hein, il y a les drapeaux d'abord, puis tout le monde se mélange selon les affinités, etc. Oui, bon, le défilé c'est vrai, l'ordre des nations, mais c'est plus tout à fait un défilé militaire, même si encore une constante. Il me semble quand même, et je peux me tromper, hein, que l'évolution c'est plutôt un défilé qui essaie d'exprimer les particularités culturelles de chaque continent. Oui. Dans un premier temps, là, vous nous avez dit que les Olympiades étaient réservées à une certaine élite et que les citoyens lambda étaient... Alors, relativement. Relativement. À partir de quel moment vous considérez que l'ensemble des citoyens d'un pays ont pu participer? Alors, c'est une bonne question, parce que moi, il me semble que très vite, ce qui règle la question, c'est l'excellence sportive. C'est-à-dire que ce qui très vite, finalement, va faire que le sport est un lieu, selon les pays, relativement démocratique, c'est que c'est celui qui court le plus vite qui est sélectionné. Alors, il peut y avoir parfois des difficultés. Par exemple, le vainqueur du 100 mètres des Jeux de Paris en 24, c'est Harold Abraham, qui est le fils d'un immigrant juif de Lituanie et qui a eu du mal à se faire sélectionner par l'establishment athlétique britannique. Mais à contrario, si vous prenez parmi les premiers protagonistes
du marathon. Hein. Il y a Spiridon Louis dont j'ai parlé. Il y a, alors je crois que c'est Duranti, si je me trompe, au jeu de Londres, vous savez, qui arrive premier, mais il est tellement fatigué qu'il y a des officiels qui le portent pour passer la ligne, et il est déclassé, et la reine d'Angleterre lui attribue quand même, et lui vient d'un milieu populaire. Et puis Jean Bouin, hein, qui connaissait au moins le nom de Jean Bouin parce qu'il est un peu partout, hein, tué sans doute par un éclat d'obus français en septembre 14, lui venait d'un milieu marseillais plutôt relativement modeste. Et d'ailleurs, il était un amateur marron parce qu'il était en fait rétribué par la Société Générale. C'était un employé de Société Générale qu'on voyait hier au guichet. J'ai pu consulter son dossier. Ses chefs disaient qu'il courait plus vite qu'il n'était sans doute très doué pour la banque. Mais lui, justement, c'est la meilleure preuve, c'est que pour courir, il faut qu'il soit professionnel. Donc on peut dire que déjà, dès avant 14, quand même, ça se popularise parce qu'il y a ce principe qui est celui de l'excellence sportive. Alors après, ça dépend des sports, bien évidemment. Hein. Et dans les années 20, justement, bon, il y a un signe, hein, je ne veux pas parler trop longtemps, mais c'est que après les Jeux 24, le CIO durcit les règles de l'amateurisme. Hein, établit en 1925 un statut dans lequel les remboursements de frais sont très très limités. Pourquoi ? Parce qu'en 24, il y a pas mal de ce qu'on appelle les amateurs marrons à l'époque. C'est-à-dire ils sont amateurs officiellement, mais ils reçoivent des sous-tables, notamment les footballeurs, etc. Donc on peut dire que dans les années 20, ça y est, hein, c'est fait, mais tout dépend des sports, bien évidemment. Merci beaucoup. Je vous en prie.